Sécur, épisode technique. Je suis accompagné de Renaud. Comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va capitaliser sur ce qu'on a discuté dans le premier épisode, notamment dans la mission de Synactive, donc le reverse on a abordé la dernière fois. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin, on va aller plus dans le forensic, qui est dans le contexte une approche qui utilise notamment des éléments de reverse pour réussir à exécuter. Et comme point de départ, on va parler avec l'initiative européenne qui est EastFiles, qui est un peu un encadrement justement pour arriver à faire du forensic, notamment sur les téléphones mobiles. Je vais commencer par présenter ça, parce que moi, je m'y connais beaucoup moins avec ce projet-là, donc justement d'établir les bases. Bien sûr, oui. X-Files, c'est un projet financé par l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle un projet Horizon H2020 et qui est une collaboration entre plusieurs services de police européens pour permettre de se tenir à niveau sur toutes les techniques de forensic sur les téléphones mobiles. Il y a une C'est très... problématique aujourd'hui qui est systématique. Dans aujourd'hui énormément d'enquêtes, dans beaucoup de cas criminels, criminalité organisée, harcèlement des petits comme des très gros cas, des cas individuels comme des groupes organisés. Il y a énormément de preuves qui sont stockées sur des téléphones mobiles, qui sont saisis par la police lors des interpellations. Et il se trouve qu'assez souvent, les propriétaires de ces téléphones oublient quel est le code de déverrouillage quand ils sont confrontés avec les enquêteurs, ce qui se comprend bien dans ces cas de stress qu'est la garde à vue. Oui, par exemple, c'est sûr que la mémoire s'efface de façon spontanée dans ces conditions-là. Puis, de toute façon, il y a des enjeux légaux qui sont associés à exiger cette information-là aussi également, dépendant de la juridiction dans laquelle on se trouve, là, qui fait que la personne est fondamentalement protégée de le voir divulguer. Aux États-Unis, c'est plus clair. Je connais moins le droit européen, puis je ne connais pas à quel point on peut contraindre une personne à divulguer, là. Il y a effectivement des législations qui sont différentes selon les pays européens, mais il y a quand même beaucoup de pays où effectivement on ne peut pas contraindre quelqu'un à fournir des preuves qui viseraient à s'auto-incriminer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où le déverrouillage de ce téléphone mobile est un enjeu pour les forces de police pour faire avancer l'enquête. Il y a aussi bien entendu tous les cas où on n'a pas le propriétaire du téléphone. Il y a aussi des cas, donc, je pense moins, mais des téléphones abîmés qui ont été retrouvés dans des conditions vraiment dégradées, au fond d'un lac, brisés en deux, passés au micro, etc. Voilà, il y a quand même aussi des cas un peu compliqués où on peut descendre assez bas niveau sur de l'électronique et des supports très endommagés. Oui, Mais en ce qui nous effectivement. concerne, Oui, oui, c'est oui. principalement des téléphones fonctionnels et verrouillés, et où la police pense que des preuves nécessaires pour faire apparaître la vérité sont situées sur ce support. C'est un volet, puis c'est ça, c'est une spécialité en soi de réussir à casser cette sécurité-là qui est des téléphones, justement, pour réussir à faire sortir la vérité. J'aime bien l'expression que tu utilises. Ça soulève également les passions, ces façons-là, hein, de briser, puis de deux, de donner ce pouvoir-là, ou cette capacité-là aux forces de l'ordre de pouvoir agir sur des téléphones dits personnels, étant donné que toute notre vie maintenant réside là-dessus. Notre localisation est constamment enregistrée. Les conversations qu'on a avec tout le monde sont maintenant constamment enregistrées par nos appareils. Donc, ça devient complexe, justement. Puis, de votre côté, vous autres, donc, vous êtes interpellés pour venir aider à l'ouverture forcée de ces appareils-là. Voilà. Alors c'est un projet de recherche, donc on n'est jamais directement sur le terrain avec les forces de l'ordre, mais c'est un projet de recherche qui vise à maintenir un niveau de maîtrise en Europe sur ces sujets-là. Donc on a des objectifs qui sont plutôt des objectifs de moyen terme, d'être capable de garder ces capacités.
Pour revenir sur ce projet Xfile, hein, il y a même un site web, hein, Xfile, exfiles.eu, qui discute, qui présente un peu ce projet. Vu que c'est du financement public, on a un devoir de transparence sur l'utilisation et l'avancement de ce projet. C'est un projet avec plusieurs partenaires, publics et privés, et différents pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, voilà, qui collaborent ensemble, hein, pour avancer sur ces différents sujets. Même encore la Norvège ne les oublie pas. L'objectif, c'est un projet qui va fonctionner où régulièrement les services de police vont identifier des téléphones, hein, qu'ils voient souvent sur des enquêtes qui reviennent, hein, soit parce qu'ils sont largement utilisés par un certain type de groupe criminel, hein, soit parce que les outils existants ne permettent pas de les déverrouiller efficacement. Et ils vont nous demander effectivement de faire avancer l'état de l'art, les techniques, les outils, le matériel pour déverrouiller ces téléphones mobiles. Nous, on va partir de supports neutres, de supports neufs, et on va lancer des projets de recherche qui peuvent durer 3 mois, 6 mois, 9 mois pour essayer d'étudier les vulnérabilités au niveau du software, les vulnérabilités éventuelles au niveau du hardware, pour essayer faire fuiter la clé de déchiffrement, de la brute forcer sans effacer les données, pour permettre, encore une fois, aux services de police autorisés d'y accéder dans les cas où le téléphone est. Ce projet de recherche-là est nécessairement balisé dans un cadre défini parce que c'est quand même des pouvoirs assez imposants qui sont donnés aux forces de l'ordre à ce moment-là quand ils sont capables de passer outre les contrôles. C'est bien entendu des pouvoirs qui sont effectivement assez importants. Il est notamment important d'être très clair que tous nos travaux sont à destination exclusive des forces de l'ordre. On n'est absolument pas dans un modèle où une partie de ces capacités peuvent être utilisées dans le cas d'enquêtes privées par des détectives privés ou pour différents besoins. L'utilisation et la dissémination de ces capacités se fait dans un petit cercle de confiance, qui sont les bénéficiaires et les partenaires du projet ou d'autres forces de police partenaires, mais on le voit, on l'observe dans les échanges qu'on a, qui aujourd'hui sont exclusivement des pays d'une Europe assez resserrée, hein, et bien entendu des pays où le processus démocratique, hein, et le respect de la loi est quand même bien en place depuis de nombreuses années, et où on pense que les risques de dérive sont négligeables. Intéressant. Ça doit être des projets. Là, tu parles, là, on va avoir plus dans le projet de recherche. Donc, vous avez une commande, vous avez un élément qui vous arrive. Vous prenez un téléphone neuf, comme tu mentionnes, puis ensuite, c'est de creuser là, à l'intérieur de celui-ci pour avancer l'état de l'art. Exactement, c'est faire avancer l'état de l'art et puis creuser, hein. Un téléphone, c'est avant tout du logiciel, c'est du matériel et du logiciel. C'est des logiciels qui sont de mieux en mieux codés, de mieux en mieux sécurisés, mais qui, comme tout logiciel, peuvent avoir des erreurs de logique, des bugs, hein. Certains bugs peuvent se transformer en vulnérabilités, certaines vulnérabilités peuvent être exploitables, exploitées. Voilà, c'est effectivement chercher l'aiguille dans la botte de foin, la petite erreur qui mis côte à côte d'une seconde erreur, peut-être des fois d'une troisième, bref, de trouver la chaîne de vulnérabilité qui aboutit au déchiffrement du téléphone ou à la possibilité de brute forcer, de tester de nombreuses possibilités, de façon quand même somme toute efficace pour y arriver dans un temps qui correspond au temps des enquêtes judiciaires, quoi. Idéalement quelques jours, parfois plusieurs mois. Ça peut être un peu plus complexe, ces travaux-là. Le résultat de ces travaux-là, j'imagine, il a commencé à être utilisé dans les différents projets où vous êtes encore en état embryonnaire. Une des spécificités, hein, de la manière dont interviennent les partenaires privés, c'est qu'on fait cette recherche, mais on n'a pas à connaître les cas d'utilisation. C'est des choses qui sont couvertes par le secret de l'instruction. Donc nous, on livre effectivement des outils,
Et c'est vrai que des fois, on voit dans les journaux, on se dit: «Tiens, il y a des cas où on dirait qu'il y a peut-être des sujets un peu proches de ceux auxquels on a travaillé». Et c'est vrai qu'on n'est pas non plus en direct avec l'enquête, avec le temps de l'enquête. On est bien en amont sur de la création d'outils, du maintien de compétences, qui après sont livrés aux forces de l'ordre autorisées. Et qui sont nécessairement ces recherches-là utilisées dans des cas, des cas réels. Euh, Comme dans la recherche de vulnérabilité, ces recherches-là, c'est une course constante entre le fabricant et les chercheurs, puisque une fois que c'est découvert que la vulnérabilité existe, généralement, les compagnies vont colmater celle-ci. Et puis là, la question connexe à ça, c'est est-il arrivé de trouver des vulnérabilités qui n'avaient pas de lien avec votre demande, mais que vous avez communiqué avec le fabricant? Alors aujourd'hui, c'est une question qui des fois se pose. Il y a un process au sein du projet X-Files. Si une vulnérabilité précise hem, est considérée comme tellement facile à trouver, tellement facile à exploiter qu'on pense qu'elle pose un danger, et qu'elle peut mettre en danger du coup les utilisateurs, y compris, les mettre à la merci de certains groupes, malveillants, on peut choisir de reporter cette vulnérabilité-là au constructeur. Mais c'est quelque chose qui est très, très rarement utilisé. L'idée est plutôt, de chercher ces vulnérabilités et de les conserver dans un petit cercle de confiance pour, voilà, pour permettre aux forces de police d'avancer. Ensuite, c'est vrai que c'est un sujet assez rigolo parce on travaille quelque part du côté de la justice, du côté du maintien de l'ordre. On voit bien que c'est utilisé dans des cas où, pour assurer la sécurité de la population, la sécurité physique de la population, il faut qu'on trouve les données de ces téléphones, il faut qu'on permette à la police de le faire. Et quelque part, en face de nous, il y a d'un côté, certes, les criminels, mais qui ne font que utiliser des téléphones, plus ou moins sécurisés. En face de nous, il y a toutes les équipes de sécurité des éditeurs, de ces éditeurs de téléphones, qui eux aussi, pour bien faire, veulent assurer la sécurité, non pas la sécurité physique, de la population, mais la sécurité des données de leurs utilisateurs, et qui vont chercher aussi ces vulnérabilités, les corriger, les patcher régulièrement. Donc on se retrouve finalement avec 2 équipes de gens, quelque part assez sympathiques qui œuvrent chacun, nous pour la sécurité physique de la population et la résolution de certaines enquêtes, et eux pour la sécurité numérique, hein, de leurs clients, de leurs utilisateurs, et chacun essaye, d'avancer au mieux. Donc c'est vrai que c'est un jeu constant de chat et de souris, sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'on voit, régulièrement des vulnérabilités qu'on découvre, qui sont patchées, qui sont corrigées, et c'est des fois assez déroutant, assez difficile, de voir qu'une capacité qu'on a est perdue par une mise à jour de l'éditeur. Et c'est le jeu, c'est le métier. Oui, c'est un axe très particulier parce que l'ingénierie inverse, un des cœurs de métier que de ce que vous faites, c'est pas nécessairement de cette course-là, c'est dans un objectif plus défini, justement de ça. Celui-là, et surtout dans un contexte de course, c'est pas un peu démoralisant avec le temps d'affronter ce vent de face qui est quand même assez imposant, là? Ça peut effectivement être démoralisant, et c'est effectivement une optique assez particulière comparée à nos missions plus classiques, hein, où là, c'est l'éditeur, d'une solution de sécurité, d'un routeur, d'un firewall, d'une voiture qui nous paye là pour trouver les vulnérabilités dans son produit. Et dans ce cas-là, ce qui est quand même beaucoup plus simple à gérer, c'est que tout le monde est du même côté. Le client, l'éditeur, toute la communauté va dans le même sens. Voilà. Et donc là, c'est vrai qu'on est sur des cas un peu particuliers de mission où on a une petite communauté qui s'affaire, dans le secret à des missions assez différentes et dans des contextes assez différents de ce qu'on voit actuellement, sur des missions de reverse engineering et d'audit de sécurité plus classiques.
Tu mentionnais que vous n'étiez pas interpellé de façon directe, donc toutes les requêtes passent à travers ce grand projet-là sans que vous soyez informé ou travaillez sur des cas qui sont peut-être plus spécifiques ou des problématiques plus spécifiques. C'est bien ça? Oui, nous, on va travailler sur certains modèles de téléphones mobiles, sur certains SoC, sur certains socles hardware et software. On ne travaille pas sur des enquêtes précises. On n'a pas accès à ces téléphones-là et c'est probablement une très bonne chose. Fait que c'est un peu différent de ce qu'on pourrait voir de ce qui a été largement publicisé avec Celebrite, notamment, là, qui c'est un élément plus, peut-être pas autant direct, mais qui est beaucoup plus connu là, en termes de publicité pour arriver à des fins similaires. Ouais. Alors, il y a effectivement historiquement chez des concurrents des cas très médiatisés où on entend parler du cas précis. Ça reste quand même assez rare, hein. Normalement, c'est des manières, enfin, quand même des vraies séparations dans les pays, en tout cas, qui ont des capacités entre ceux qui opèrent et qui ont le droit d'opérer ces solutions et ceux qui les développent et les fournisseurs de ces solutions et de cette R&D. Intéressant. Et descendons un peu peut-être un peu plus dans le précis. Vous recevez une commande, vous recevez un- une chose, un objectif à atteindre. Ça ressemble à quoi les types de requêtes que vous recevez et comment un peu vous les traitez pour arriver à, parce qu'il doit y avoir un objectif aussi avec la requête, d'arriver à l'exécution de cette requête-là. La requête, ça va souvent être donc une version d'un téléphone, hein, parfois des téléphones un peu exotiques, hein, qui, pour des choix industriels de l'éditeur, embarquent un logiciel, du hardware un peu différent des autres, hein, et pour lesquels les solutions traditionnelles fonctionnent très mal. Voilà, ça fonctionne pas. Il y a une différence qui peut des fois être assez mineure, des fois assez majeure, hein, et qui fait que les enquêteurs sont bloqués sur ces téléphones. Et donc, ben, on va faire comme tout le monde, hein. On va aller sur des plateformes, dans les magasins, tout ça. On va en acheter quelques-uns et on va petit à petit analyser quel est le matériel installé. Alors, on va en démonter certains. On a accès à du matériel qui permet de faire une sorte de carte du hardware, de la tomographie par exemple. On va pouvoir démonter un peu tout ça et puis essayer à la fois de voir ce qui est similaire à ce qu'on connaît déjà et ce qui est différent. On va récupérer les firmware de ces appareils-là, on va les assembler, essayer de retrouver un peu le code informatique qui est derrière. Alors c'est parfois du code qui peut être protégé, c'est des fois du code qui peut être obfusqué rarement, mais ça peut arriver sur certaines portions. On va essayer du coup de comprendre comment tout ça fonctionne, pourquoi est-ce que la solution actuelle ne fonctionne pas, et puis assez rapidement, bah, d'essayer de trouver les fameuses vulnérabilités, les fameux bugs dont on parle. Et on va se mettre à aller chercher. Et là, c'est un travail de fourmi, souvent par groupe de 2 ou 3 chercheurs. C'est de la lecture, de la compréhension code, hein, qui apparaît souvent, alors ça peut être soit de l'assembleur, sur être dans plein d'architectures différentes, soit des fois la reconstitution un peu de code C, C++, quand on a des compilateurs efficaces sur cette architecture-là. Et c'est vraiment, bah, c'est lire le code. C'est au bout d'un moment, on rentre dans la tête des plein de développeurs, de tous les développeurs qui ont fait cet outil, et on va relire leur code, hein, ligne après ligne. On va imaginer, voilà, à quoi servent telle ou telle portion, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça. Et l'objectif, c'est au bout d'un moment d'être presque autant, voire, enfin, ou parfois même plus à l'aise dans certains morceaux de code que les développeurs eux-mêmes. On va identifier des portions de code qui sont très bien codées. On va se dire, ah ok, là, l'équipe ou le développeur qui est sur ce coup-là, ce gars-là, il est bon, il fait gaffe, tout est bien vérifié. Par moment, on va tomber sur des portions, on va se dire, tiens, peut-être que là, on est, je sais pas, on est sur un profil un peu plus, soit plus junior, soit qui fait moins attention, soit en fin de carrière, je sais pas. Et là, on va se dire, tiens, on va creuser là-dessus. On va se concentrer sur des portions qui, on le sait, sont toujours très compliquées à coder correctement. Parsing d'entrée, du parsing d'informations qui sont très complexes, qui sont mal structurés. On sait que c'est facile de faire des erreurs quand on code dans des langages de bas niveau.
On va essayer d'être le plus à l'aise. On va essayer d'être chez nous dans le code, et encore une fois, de trouver, d'identifier, de traquer toutes ces erreurs. On va encore une fois trouver, comme on le dit, beaucoup d'erreurs, beaucoup de petits bugs, beaucoup de trucs qu'on n'aurait pas fait comme ça. Et en le passant progressivement dans le tamis de l'analyse, de la lecture du code et de la recherche de vulnérabilité, on va trouver des petites pépites, on va trouver des petites gemmes qui vont se transformer là, en vulnérabilité, voire en vulnérabilités qui sont exploitables pour atteindre notre objectif. Ouais, c'est ça, parce que l'objectif est quand même demeure très précis par rapport à d'autres recherches, parce que c'est vraiment de déverrouiller le téléphone qui est, ou dans le fond, accéder à la clé de chiffrement, qui est l'objectif ultime. Donc, ça vient quand même diminuer la portée totale de la recherche, même s'il faut avoir une maîtrise quand même assez profonde du design. Et c'est des approches qui peuvent être très différentes des audits de sécurité. Alors nous, la plupart des audits de sécurité qu'on fait quand même chez Synactive, ce sont des audits où l'objectif que nous demandent tous les clients, c'est de trouver des vraies vulnérabilités. C'est vraiment des problèmes significatifs. Voilà. Et là, pour trouver quand même, quand on remonte une vulnérabilité, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut vraiment que ce soit pris en compte, même si c'est pas toujours exploitable ou qu'on n'en est pas sûr. On voit que c'est quand même un risque de corruption, mémoire assez large, assez touffu. Mais par contre, c'est vrai qu'on là, c'est encore plus exigeant. C'est-à-dire que non seulement il faut trouver la vulnérabilité, il faut aussi la trouver, il faut montrer qu'on est capable de l'exploiter. Et on est bien sûr à milieu d'autres approches qui sont les approches de qualité de code. On n'est pas du tout là pour vérifier que toutes les guidelines, que toutes les bonnes pratiques de sécurité soient respectées ou non, parce que l'expérience nous montre qu'on peut avoir des développeurs qui ne, qui ne respectent pas les meilleures pratiques, les guidelines, etc., mais il n'y a pas de vulnérabilité significative dans leur code. Quand ils font des erreurs, elles sont insignifiantes et elles ne permettent pas d'avancer. Donc on est quand même sur quelque chose où il faut du résultat concret. On n'est pas, voilà, on n'est pas sur de la simple checklist de bonnes pratiques. Ouais, ben c'est ça. Là. Il y a quand même un but recherché à chaque fois, c'est justement d'aller déverrouiller le nouvel appareil qui ne répond pas aux outils qui sont en vigueur ou qui a évolué et qui ne répond plus à ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui sont associés à ça? Parce que là, on parle, c'est pas la même chose que du reverse pour une mission bienveillante, on va dire, qui est commandée par le client lui-même dans ce cas-ci. Est-ce qu'il y a d'autres surprises ou d'autres choses? Parce que là, c'est le fun parce que tu pensais mentionner entre autres le fait que vous allez vous attaquer principalement aux parties de code que vous voyez moins matures, moins bien cadrées que les précédentes. Donc, il y a des stratégies différentes aussi. Il y a dans les défis qu'on a constatés, alors nous, dans notre métier aussi de tous les jours, hein, dans la manière dont il a évolué ces dernières années, euh, c'est il y a 10 ans, c'était des domaines où un chercheur solitaire pouvait y arriver, pouvait avoir de bons résultats. On était à des niveaux de maturité et de sécurité où quelqu'un de motivé, pas bête, qui avait un peu de temps devant lui, pouvait s'y mettre, monter en compétence et trouver des choses intéressantes. Aujourd'hui, en 2024, on est à des niveaux de sécurité et de maturité sur les principaux téléphones du marché qui forcent à travailler en équipe, hein, et dans des équipes de plus en plus grandes, et où chacun va devoir se séparer le travail, faire une partie du boulot. Il y en a un qui va être très fort sur telle portion de code, il y en a un qui va être très fort sur telle approche, telle manière d'analyser. Et un des challenges, c'est aujourd'hui d'arriver à partager, à communiquer, à travailler en équipe, hein, sur des projets qui sont quand même assez individuels. On va lire du code, on va la noter, on va essayer d'aspirer le code et de le mettre dans notre cerveau. Mais en même temps, il faut partager aussi tout ce savoir, toute cette connaissance pour collaborer, pour travailler en équipe, pour dire tiens là regarde, j'ai une piste intéressante, peut-être que toi, 4 fichiers plus loin, tu as peut-être la pièce du puzzle qui me permettrait d'avancer. On voit aujourd'hui que c'est des équipes qui grandissent, on est vite à 3 personnes comme je le disais, mais on a des projets où ils sont 3, 5 à avancer sur un sujet. Donc c'est aussi le sujet maintenant du travail en équipe, hein, sur un boulot où on pensait initialement que c'était un boulot assez solitaire avec un petit génie dans le coin et donc il a toujours besoin
de petits génies, mais on en a besoin de 3 ou de 5 qui bossent ensemble dans la même pièce, quoi. Ça, c'est un challenge assez intéressant aussi. Oui, ben j'imagine, surtout que ces domaines-là ont été, comme tu le mentionnes historiquement, de loups solitaires qui étaient tout seuls de leur côté. Donc, d'apprendre à collaborer dans un milieu comme ça doit pas doit présenter des défis très, très importants. Y a-t-il des approches que vous avez utilisées justement pour faciliter cette collaboration-là? Alors, il y a, ouais, c'est une vraie question. Il y a plusieurs questions. Bon, bah, déjà, nous, c'est systématiquement le travail en binôme. Je pense que le travail en solo, c'est difficile, c'est compliqué de rester motivé sur le long terme. On a toujours besoin d'échanger, on a toujours besoin de se challenger, on a toujours besoin de parler, même si l'autre n'a pas la réponse. Des fois, on pose des questions à son binôme et avant même qu'il réponde, on voit bien, on commence à deviner la réponse. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Euh, donc, c'est déjà pas travailler seul, hein, mais travailler au moins en binôme, voire en trinôme. C'est avoir derrière structurer des équipes autour de managers techniques, hein, qui vont être non seulement, qui vont être vraiment des référents et qui vont essayer d'aiguiller un maximum l'équipe pour les aider à se concentrer sur les portions de code et les approches qui sont les plus prometteuses. Euh, et du coup, être assez critique sur les managers qui seraient de simples ou des purs responsables de projet. Il ne s'agit pas d'avoir un manager qui te dit voilà le planning, voilà ce qu'on attend. Non, c'est d'avoir vraiment des référents techniques qui vont suivre et challenger l'équipe et l'orienter dans le bon sens. Et c'est parfois utile, parfois on a des équipes qui avancent bien, parfois on a des cas rigolos, hein, on a des profils un peu juniors qui disent voilà, moi je vais aller chercher là, je sais que c'est là que je vais trouver des choses ici, je le sens bien. Et puis on voit qu'il y a le manager technique un peu plus expérimenté derrière qui dit écoute, ce type de code, on les connaît bien, c'est pas là qu'il y a des vulnérabilités, tu vas perdre ton temps. Bon, et puis des fois, on les laisse faire leurs expériences, et puis des fois, au bout de 2 semaines, ils nous disent bon, effectivement, y a pas grand-chose, je vais plutôt reprendre ton approche, quoi. Et c'est bien, mais en même temps, il faut aussi laisser les gens faire leur expérience et puis comprendre d'eux-mêmes où sont les endroits avec des fruits intéressants à accueillir, et au contraire, où sont les endroits où c'est un désert aride en termes de vulnérabilité. Donc ça, c'est un vrai challenge. Après, il y a aussi le challenge d'être capable de partager de l'information sur des technologies similaires. Donc dans les grandes plateformes Android, même sur des missions un peu différentes, il y a plein de points communs qu'on peut partager. Mais comme on est aussi dans un mode où il y a une grande culture du secret, où les missions sont cloisonnées entre équipes, chez nous, une équipe A ne sait pas forcément sur quoi travaille une équipe B. Donc, c'est un moment d'essayer d'organiser des passerelles avec des managers de confiance qui ont la vue sur les deux projets, pour dire, OK, là, il y a une équipe B, tu sais pas exactement ce qu'ils font, et je crois qu'ils peuvent t'aider. Et de créer un peu ces passerelles entre sujets par ailleurs cloisonnés. C'est vrai que si on était dans un monde où était publié, toute l'information était accessible à tous les gens de l'équipe, ce serait plus simple, mais pour plein de bonnes raisons, les choses sont segmentées. Donc voilà, il faut aussi travailler sur le partage malgré la segmentation et le secret qui entoure chacun de nos projets. C'est des défis très intéressants. J'aime l'approche, je parle d'expérience, parce que l'approche binôme, la première fois que je l'ai vue, c'était en France. On n'a pas, peut-être dans des domaines plus spécifiques, c'est comme ça, mais moi, j'ai été mis en contact avec cette façon-là, qui justement, qui amène les avantages que tu mentionnes bien au-delà des missions dans lesquelles vous œuvrez. Cet échange-là qui se fait. Et j'aime beaucoup aussi, puis parce que j'ai eu cette conversation-là dernièrement, les jeunes pousses qui sont un peu excités, un peu farfouillés partout et sont nécessairement convaincus de leur vérité. Et j'ai déjà été dans une situation comme celle-là où maintenant je me retrouve de l'autre côté, puis je trouve ça très très amusant, mais en même temps faut les laisser œuvrer et apprendre à travers ça. C'est des beaux défis de gestion qui sont associés avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas couverts sur cet élément forensique-là que tu aimerais partager?
Il y a une partie, il y a une partie du projet X-Files avec plusieurs universités, avec une université anglaise et puis avec l'université de Lille, qui est une université au nord de la France, qui s'est attachée à toutes les questions de déontologie autour de ces recherches. Comment faire évoluer le cadre réglementaire autour de ces sujets-là? Dans quel cadre est-ce qu'un service de police a le droit d'accéder à ces données? Quelles sont les données auxquelles on peut accéder? Est-ce qu'il y a des données auxquelles même l'enquêteur, dans le cadre de ses fonctions, ne devrait pas accéder? Comment est-ce qu'on les efface? Comment est-ce qu'on les maintient? Bref, il y a une partie de ce projet qui s'est quand même concentrée sur l'éthique et la déontologie de ces approches, car on sent qu'aujourd'hui, beaucoup en Europe, mais j'imagine qu'en Amérique du Nord aussi, on a des réglementations et des sensibilités sur le respect de la vie privée qui évoluent de plus en plus. Et on sent que c'est un sujet qui est de plus en plus présent, même dans les forces de police. Et il y a beaucoup de réflexions en cours, des réglementations qui deviennent, je dirais, à la fois intéressantes, contraignantes aussi pour les forces de police. Hein. Ils sont de plus en plus challengés sur ces outils-là, la manière dont ils les utilisent. Ça peut des fois créer des situations un peu ubuesques, hein, où on voit effectivement des enquêteurs qui nous racontent s'arracher les cheveux parce qu'on leur demande pourquoi est-ce qu'ils accèdent à ces données, alors que c'est dans le cadre d'enquêtes criminelles où clairement les gars en face, pas des gens sympathiques. Mais bon, en tout cas, c'est une des données, c'est une des données aussi qui apparaît. Voilà, parce qu'on sait qu'on est dans un monde. Il y a toujours, notamment dans le monde du numérique, il y a toujours une méfiance envers les États, envers les forces de police. Il y a toujours une crainte un peu en toile de fond des citoyens de s'imaginer qu'il y a des gens qui ont le temps de les espionner, de collecter toutes leurs données, de les stocker, d'en faire un usage malfaisant et de manière assez surprenante. Voilà, il y a une vraie méfiance aujourd'hui chez certains citoyens envers les forces de police. Et donc, il y a aussi un vrai encadrement juridique et des vraies réflexions éthiques sur ce qui peut être fait, dans quel cadre et avec qui. Et je pense que là-dessus, moi, je reste très confiant dans les démocraties et des pays développés pour justement avoir les cadres réglementaires et pour encadrer l'utilisation de ces outils. Et je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est pas tant quelles recherches on effectue, mais pour qui on les effectue. Je pense qu'il y a des pays qui sont capables d'utiliser ces outils avec parcimonie et dans le respect de l'éthique et de la loi. Je pense qu'il faut faire attention quand on commence à travailler avec d'autres types de pays dont les règles et la culture et le fonctionnement interne sont un peu différents des nôtres et où là, on peut avoir des utilisations abusives, même très hostiles. Voilà, c'est aussi une des problématiques qu'on est amené à suivre dans le cadre de ce projet, même si c'est pas notre responsabilité principale. C'est très intéressant cette question-là. De toute façon, elle s'invite régulièrement dans les conversations à plusieurs égards. En Europe, il y a toujours le Royaume-Uni qui est un peu fait bande à part sur sa volonté de vouloir regarder, dans le fond, un peu comme les Américains, mais pas exactement les mêmes façons. Puis cet encadrement-là est nécessaire et justement qu'on ait une clarté juridique pour agir qui, je pense, qui est, à mon avis, manquante. Moi, du moins, dans l'univers du common law, c'est un peu manquant, mais j'imagine que ça va finir par se clarifier avec le temps. Puis on n'a pas le choix de clarifier parce qu'on est en deux éléments d'opposition très importants. Donc, effectivement, le droit doit se faire respecter. On doit donner aussi les outils aux forces de l'ordre pour être capable d'agir correctement dans des choses-là et de faire respecter les lois et de faire respecter l'univers dans lequel on est. Parce que si les gens étaient capables d'abuser le système tout le temps, on ne serait plus dans un état de droit. Il faut aussi cet équilibre-là à trouver, mais il est très intéressant, c'est très philosophique. La seule chose que j'avais vue qui m'interpellait énormément, je pense que c'est un jugement au Canada en droit criminel où, puis là, ça vient juste encadrer sur qu'est-ce que la police a le droit de voir. Donc, quand il saisit ce téléphone puis je sais pas si ça a donné des suites, là, j'ai juste vu un cas.
Puis je suis pas un juriste, fait que ne prenez pas ce que je sais pour ce que c'est. Et le juge avait déclaré que le téléphone est comme un endroit personnel et incidemment, le mandat ne donne pas la capacité de voir tout le contenu du téléphone, mais permet de voir le contenu qui est périmétré dans le mandat de perquisition, comme on a le même type de concept dans le monde réel où on peut pas perquisitionner l'ensemble de la maison, on peut pas une pièce ou un endroit ou un endroit plus défini et plus concret. J'avais trouvé ça très intéressant, mais il y a beaucoup d'espace encore et de réflexion à avoir socialement là-dessus, ce genre de choses-là. Au-delà du fait réglementaire, est-ce qu'il y a d'autres éléments que j'ai oublié de poser des questions? Non, c'est bah, après ça ce que tu évoques, il y a aussi en toile de fond en Europe, la question des backdoors légitimes dans les systèmes de chiffrement. Aujourd'hui, il y a un consensus en Europe et dans d'autres pays pour dire, non, on ne veut pas forcer les éditeurs, les éditeurs de solutions de chiffrement, à mettre des backdoors pour autoriser les États à y accéder. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on a un peu ces manières d'essayer malgré tout d'accéder à certaines données, mais pas à toutes, hein. Il y a des systèmes qui aujourd'hui, je pense, sont relativement inviolables, ou en tout cas, j'ai pas la connaissance de capacité pour y accéder. On arrive à accéder à un certain nombre de choses, pas à tout, parfois pas. Est-ce que si notre industrie continue à réussir à donner un minimum d'accès aux forces de police, on restera sur ce statu quo du pas de backdoor dans les systèmes, ou est-ce qu'à un moment les éditeurs progresseront tellement euh, que les États se retrouveront vraiment dans l'impossibilité d'accéder à des preuves sur des affaires graves, sur des affaires sensibles, qu'à un moment on aura un revirement politique en disant écoutez, on a besoin de ces portes dérobées. J'ai pas d'avis sur la situation, hein, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais il serait quand même naïf de penser que tous les utilisateurs de systèmes sécurisés, que tous les utilisateurs des passerelles de chiffrement, des messageries sécurisées sont des gens sympathiques qui veulent juste protéger la correspondance avec leur propre famille. On voit quand même qu'il y a un petit pourcentage d'utilisateurs franchement malveillants sur Internet et qui profitent pleinement de toutes les sécurités chiffrement et de toute cette protection. Et voilà, et la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment est-ce qu'on accède à leur communication? Comment est-ce qu'on les arrête et comment est-ce qu'on les trouve les preuves de leurs agissements? Voilà, c'est un problème à la fois technique, mais qui, si la technique n'y arrive pas, tôt ou tard reviendra dans le légal, le réglementaire, et ce sera des sujets de société, je pense, à suivre dans les années qui viennent. Oui, très intéressant. Je te remercie pour cette conversation. C'est très intéressant. Ça représente des facettes que minimalement, moi, je connaissais moins. Et très, très intéressant puisque c'est des choses il y a des mythes, puis il y a des éléments comme ça, justement, de pouvoir parler, puis d'amener comme chose ces éléments-là. Merci beaucoup. Merci à toi.